L'objectivité théorique, c'est donc soumettre les phénomènes aux lois de l'entendement. L'objectivité pratique, c'est soumettre nos actions aux lois de la raison pure pratique. Y a-t-il quelque chose comme une objectivité esthétique et, il faut entendre par là, une objectivité qui porte sur les objets d'art. Au fond, la question peut se résumer à ceci: y a-t-il des objets d'art? Ou bien n'y a-t-il que des sentiments subjectifs, au mauvais sens du mot subjectif, ce qui permettrait de dire qu'en quelque sorte, il n'y a pas de vérité dans l'art, il n'y a pas réellement de beauté, il n'y a que des avis, et, autrement dit, que pour ce qui concerne des goûts et des couleurs, chacun est maître de dire ce qui lui plaît. Donc, l'alternative, ici, revient à un relativisme sans doute de pas très bonne aloi, ou bien la possibilité d'une universalité des jugements de goût. Quel est l'enjeu d'une telle problématique? À proprement parler, l'enjeu peut sembler négligeable. Pourquoi? Eh bien parce que, une fois que l'on a établi qu'il y a une objectivité théorique et une objectivité pratique, un monde humain a déjà été fondé en raison. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le domaine théorique, l'objectivité nous garantit de pouvoir débattre d'un problème, le trancher et donc produire quelque chose comme une vérité qui sera valable tant que sera reconnue la rationalité du raisonnement qu'il a établi. Lorsque une nouvelle forme de rationalité apparaîtra, donc lorsqu'il y aura par exemple une nouvelle révolution en physique, après la révolution de la relativité de Einstein, eh bien, ce qui d'une certaine façon est déjà arrivé avec la physique quantique, mais laissons cela de côté. Donc lorsqu'une nouvelle rationalité sera établie, nous pourrons à nouveau débattre, décider de ce qui est vrai, ne l'est pas, etc., etc. Donc un lieu de communication, un lieu de vérité, un lieu d'entente aura été établi entre les humains en tant qu'êtres rationnels. Donc nous aurons par là établi une universalité de l'humain et un site commun de communication. Il en est de même avec l'objectivité pratique. Nous avons donc établi deux sites d'universalité et de communication, ce qui d'une certaine façon est suffisant à établir l'unité du concept d'humain. Donc, pour le dire de façon un peu paradoxale, établir un troisième site, qui serait celui de l'art, procède en quelque sorte de luxe, n'est-ce pas? Ce n'est pas strictement nécessaire pour l'établissement d'un concept unitaire de l'humanité. Simplement, il faut tenir compte d'un fait culturel, je dirais, c'est que les humains produisent énormément d'œuvres d'art et si l'on supprimait de l'histoire de l'humanité tout ce qui relève de l'histoire de l'art, nous appauvririons considérablement l'essence de l'humain.
Donc ce n'est pas strictement nécessaire que de dégager une objectivité esthétique, mais si l'on ne le fait pas, ce qui en résulte du point de vue de la conception de l'humain est très nettement plus pauvre. Et par ailleurs, mais ce n'est que le versant négatif de la même thèse, donc par ailleurs, nous perdons la valeur intrinsèque d'un site très important de la culture humaine. Donc c'est là l'enjeu qu'il y a à dégager une éventuelle objectivité esthétique. Donc partons du problème des jugements esthétiques. Donc y a-t-il une connaissance de ce que c'est que le beau ? Lorsque je dis « ceci est beau », le jugement que j'émets a-t-il la même validité qu'un jugement théorique ou qu'un jugement pratique ? A-t-il une validité universelle ? Kant commence par éliminer une sphère importante de nos jugements en faisant la différence entre le beau et l'agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui flatte mes sens. En ce sens, des œuvres musicales, des œuvres picturales peuvent être simplement agréables. Mais dans cette distinction du beau et de l'agréable, il y a en fait la distinction entre une sensibilité pure et une sensibilité empirique. Ce qui est agréable, c'est ce qui flatte mes sens, c'est-à-dire ce qui est éprouvé dans la sensibilité empirique comme étant l'objet d'une satisfaction intéressée. Intéressé veut dire là que je suis intéressé à l'existence même de la chose. La chose devient en quelque sorte un objet de consommation. Très souvent, nous allons au cinéma pour de l'agréable, pas pour du divertissement. Nous mangeons tel ou tel plat pour de l'agréable. Il peut également nous arriver d'aller écouter telle ou telle musique pour de l'agrément. Mais s'agit-il là du beau ? Autrement dit, si nous pouvons dégager une universalité du jugement de goût, il faut pouvoir le séparer de l'agréable, parce que pour l'agréable, c'est à chacun son truc, si j'ose dire. C'est-à-dire que les uns vont aimer la musique de Bach ou d'autres aiment la musique de Mendelssohn ou de Stockhausen ou de Mozart. De la même façon que certains aiment la glace à la vanille et d'autres préfèrent la glace au chocolat. Donc, pour ce qui est de l'agréable, l'individualité règne. Donc il n'y a pas d'universalité. Il y a des formes amoindries d'universalité. C'est ce que nous apprend la sociologie. La publicité joue là-dessus. Si la publicité marche, si des gens dépensent des milliards pour faire des campagnes publicitaires, c'est bien parce qu'il y a une sorte d'uniformisation des désirs empiriques. Mais cette uniformisation, cette homogénéisation, n'est pas une universalité stricte. Comment donc va-t-on pouvoir s'élever à une éventuelle universalité stricte du jugement de goût ? En supprimant ce qui relève de l'individualité empirique, donc en supprimant le problème de l'agréable. Que reste-t-il une fois
que nous sommes séparés du site de l'agréable. Eh bien ici, il reste quelque chose comme un sentiment. Donc on reste dans le domaine du sentiment, mais c'est un sentiment désintéressé quant à l'existence de l'objet. Qu'est-ce que c'est là que ce concept de désintéressement ? Eh bien, c'est que la chose qui provoque le sentiment, nous ne désirons en aucune façon la posséder. Donc, il y a là une séparation d'avec la sphère empirique ou d'avec la sphère de la sensibilité empirique. Est-ce que, pour autant, il reste quelque chose ? C'est-à-dire, sommes-nous jamais intéressés à quelque chose de façon désintéressée ? Eh bien, selon Kant, oui. Et peut-être que l'exemple le plus clair se situe non pas dans le sentiment de beauté, mais dans le sentiment du sublime. Quelle est la différence ? Eh bien, ces deux sentiments ne procèdent pas du même processus intellectuel et ne dépendent pas des mêmes caractéristiques de l'objet qui le provoque en nous. Nous éprouvons, selon Kant, le sentiment du sublime face à de très grands spectacles de la nature. Par exemple, les glaciers ou par exemple un océan soumis à la tempête. Qu'est-ce qui se passe là ? Selon Kant, notre sensibilité pure, c'est-à-dire la façon dont nous appréhendons la dimension des objets, donc l'espace, en tant que forme pure de la sensibilité, est dépassée par la grandeur du spectacle. Et la tentative que fait l'imagination pour prendre le dessus, en quelque sorte, et parvenir à dominer ce spectacle, entraîne tout d'abord quelque chose comme un sentiment d'effroi ou de rejet, de recul. Donc tout d'abord, sentiment d'effroi. Puis, prenant en quelque sorte le dessus, donc parvenant à synthétiser ces intuitions qui nous dépassent, nous éprouvons un grand sentiment d'admiration. Donc le sublime, le sentiment du sublime, c'est ce mélange d'effroi et d'admiration face à un spectacle grandiose de la nature. Or, nous ne sommes pas intéressés par l'objet là. Personne ne veut mettre un glacier dans son appartement alors que on peut vouloir mettre un tableau dans son appartement. Donc là, le désintéressement est en quelque sorte patent, de même que pour une tempête. Nul ne désire posséder une tempête. Même si quelqu'un peut désirer être maître de la tempête, c'est tout à fait autre chose. Donc il y a dans le sentiment du sublime une plus grande évidence d'un spectacle désintéressé qui provoque en nous un sentiment. Et par ailleurs, ce mécanisme est plus transparent, c'est-à-dire ce qui se passe là, c'est le rapport entre nos facultés, c'est-à-dire la structure de notre esprit, et la rencontre d'un donné de notre intuition, ce que nous voyons, autrement dit. Et cette rencontre entre un objet grandiose et nos facultés, qui sont en quelque sorte dépassées par l'objet, qui ne parviennent à le synthétiser,
produit un sentiment. Essayons de comprendre cela dans l'exemple du beau. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait désirer posséder un tableau. On peut désirer le posséder pour bien des raisons différentes, parce qu'il représente l'être chéri, donc à ce moment-là, on aime bien avoir là ce tableau. Mais ça, c'est de l'agréable. En effet, cela flatte notre attirance, notre désir pour cette personne, etc., etc. On peut également désirer posséder ce tableau pour des raisons sociales, sociologiques même, pouvoir dire « voyez le Picasso que j'ai accroché dans mon salon », etc., etc. Mais là encore, cela flatte nos sentiments empiriques, donc il s'agit de l'agréable, il ne s'agit pas du beau. Que reste-t-il alors pour le sentiment de beauté ? Eh bien, c'est ce sentiment qui résulte d'une harmonie des facultés. Face à certains objets, nos facultés se mettent en harmonie et se produit un libre jeu de nos facultés. Le sentiment de beauté résulte, selon Kant, de ce libre jeu des facultés intellectuelles. Cela signifie, pour le dire négativement, que, alors que dans le théorique, l'ensemble des facultés était soumis à l'entendement, que dans le pratique, l'ensemble des facultés était soumis à la raison pure pratique. Ici, dans la sphère esthétique, téléologique, aucune faculté ne se soumet les autres. C'est ça le concept d'harmonie ou le concept de libre jeu qui est ici mis en évidence par Kant. D'une certaine façon, c'est la liberté de l'esprit jouant avec la représentation que nous fournit l'objet. Donc le sentiment de beauté apparaît selon Kant lorsque nos facultés sont mises dans ce rapport d'harmonie. Nous pouvons à présent mieux comprendre ce rapport avec l'agréable. Dans l'agréable, il n'y a pas de libre jeu. C'est la sensibilité qui se soumet les autres facultés. Le sentiment d'agrément résulte de cette dominante sensible sur nos autres facultés. Mais cela nous permet également de cerner une autre dimension qui est le rapport avec le théorique. Il est extrêmement courant dans ce que l'on appelle la critique d'art que l'on ait affaire à des explications des œuvres, explications cherchant à nous persuader de l'intérêt intellectuel de telle ou telle œuvre d'art. Mais cela, c'est du théorique. Pour prendre un exemple, lorsque on nous explique que Guernica, c'est un tableau fabuleux, parce que c'est une révolte plastique contre les horreurs de la guerre d'Espagne, on a là affaire à de l'intérêt. C'est nous montrer que le tableau Guernica est un tableau intéressant. Mais ce n'est pas parce que ce tableau est intéressant qu'il est beau. Le domaine de l'intérêt, c'est le domaine du concept. C'est le domaine du concept de l'entendement. Donc, c'est également ce qui se passe lorsque un historien de l'art va nous expliquer en quoi telle ou telle représentation est nouvelle par rapport à ce qui se faisait. Par exemple, l'invention de la perspective un petit peu avant la Renaissance.
Donc montrer que dans tel ou tel tableau, la perspective telle que nous la connaissons prend forme, alors que par exemple elle était inconnue des Égyptiens, ou du moins elle avait une forme différente, ou de l'art pariétal, de l'art des cavernes. C'est là quelque chose d'extrêmement intéressant, mais c'est une histoire théorique des représentations plastiques. Là encore, ce n'est pas pour cette raison que le tableau ou l'œuvre d'art quelle qu'elle soit va nous paraître belle. Il n'y a pas d'autre raison à cette beauté que le libre jeu des facultés. Dès que ce libre jeu est supprimé, dès qu'on donne la prédominance, soit au désir, soit à l'entendement, voire même à la raison, dire que par exemple Guernica, c'est une œuvre politiquement importante parce que c'est la dénonciation du totalitarisme, du franquisme, la guerre d'Espagne, etc., c'est un point de vue moral. Mais là, la raison pratique domine. Donc toutes les formes de domination d'une faculté sur les autres entraînent la négation du sentiment de beauté. Ce qui ne veut pas dire que nous ne puissions pas prendre autant de points de vue différents sur une même œuvre. Je veux dire par là que nous pouvons trouver Guernica intéressant. C'est un tableau qui, du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue de la sociologie, etc., est très intéressant. C'est aussi un tableau qui, politiquement, présente une valeur indéniable. Mais ce n'est pas parce qu'il présente ces deux intérêts, intellectuel et moral, que, par ailleurs, il ne peut pas, de notre point de vue, être considéré comme beau. Simplement, il faut changer de point de vue. On ne peut pas déclarer un tableau beau si l'on garde le point de vue théorique ou si l'on garde le point de vue moral. Ce qui est important parce que cela doit changer notre façon de regarder les œuvres. D'une certaine façon, face à une œuvre d'art, il ne faut pas faire ce que nous avons tendance à faire parce que c'est ce que la critique, la sociologie nous apprend à faire, c'est-à-dire ramener tout ce que nous savons. Il faut plutôt commencer par oublier tout ce que nous savons. Il faut faire le vide, il faut cesser de le considérer d'un point de vue historique, moral, intellectuel, du point de vue de la connaissance, pour laisser le jeu des formes plastiques éventuellement provoquer en nous cet accord des facultés qui va engendrer le sentiment de beauté. Donc, le propos de Kant sur l'harmonie des facultés en tant que c'est cela qui engendre le sentiment de beauté n'est pas simplement un propos de philosophe totalement inapplicable. Cela veut dire que si nous voulons faire l'épreuve de l'éventuelle beauté d'une œuvre, d'une part, cette épreuve est faisable d'un point de vue intersubjectif, c'est-à-dire que du beau, on discute. Nous pouvons nous poser la question et poser la question à autrui, est-ce que ceci est beau? Et il y a une réponse. Oui, c'est beau. Mais cela veut dire aussi que Kant nous indique de quel point de vue il faut chercher à saisir si l'œuvre est ou n'est pas belle. Pour chercher ce point de vue, il faut commencer par supprimer les autres, ou du moins éviter les autres points de vue, c'est-à-dire le point de vue de l'entendement, le point de vue de la connaissance théorique, le point de vue de la raison, c'est-à-dire l'objectivité pratique, et le point de vue esthétique, à ce moment-là, peut ressurgir. Y a-t-il
pour autant à proprement parler une constitution de l'objectivité. C'est-à-dire, y a-t-il des objets beaux ? Eh bien, paradoxalement, on peut presque dire qu'il n'y a pas d'objets beaux. Pourquoi n'y a-t-il pas d'objets beaux ? Parce que la beauté n'est pas un caractère inhérent à l'objet, mais c'est un sentiment. Autrement dit, si nous éprouvons bien le sentiment de beauté face à des objets déterminés, ce sentiment ne témoigne pas d'une qualité intrinsèque de la chose, mais plutôt d'un état de notre esprit. Donc, on peut en quelque sorte dire que l'objectivité esthétique ne suppose pas un rapport direct à l'objet, mais plutôt un état du sujet. Autrement dit, l'œuvre d'art est certes spécifique, elle est singulière, individuelle, mais sa beauté n'est pas une qualité qui lui soit intrinsèque, qui lui soit complètement immanente. La beauté résulte de la rencontre entre une structure intellectuelle, celle de notre esprit avec ses facultés, etc., et la configuration des formes d'une chose. Donc, il y a bien une universalité du jugement de goût, mais cette universalité témoigne d'un état de l'esprit plus que d'une qualité des choses. Les choses ne sont pas intrinsèquement belles. Qu'est-ce qui est ainsi établi par la sphère de l'objectivité esthétique ?